algérien. Et, et je suis aussi chercheur associé à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse, de l'Université de Toulouse, et chercheur associé aussi à l'Université des sciences et de la technologie d'Oran, donc l'USTO. Et donc, je mentionne mes trois affiliations parce que le travail dont je vais présenter aujourd'hui, c'est un travail qui a été réalisé en collaboration avec des collègues qui appartiennent aux trois institutions. Donc, avant de commencer, donc, je remercie très vivement M. Mjdi Qadour pour l'invitation et pour cette initiative. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler de méthodes avancées pour le traitement de données de télédétection spatiale. Et par méthode avancée, donc, je vais parler des méthodes qui sont dites méthodes de séparation avec de source, ou bien en anglais Blind Source Separation Methods. Donc, pour des raisons vraiment de connexion, donc j'ai laissé un petit peu ma caméra ouverte pour que vous puissiez mettre un nom sur un visage et vice-versa. Mais pour des raisons de connexion, donc je vais éteindre ma webcam. Donc, c'est juste vraiment pour des raisons de… Si juste vous pouvez mettre en plein écran votre présentation, D'accord, pour que ça soit plus… d'accord. Parfait, très bien, merci. Parfait. Et donc, je disais qu'aujourd'hui, je vais vous parler de méthodes avancées pour le traitement de données de télédétection spatiale. Donc, je crois que j'ai une trentaine de minutes pour faire ma présentation et vous m'excuserez si je vais déborder un tout petit peu. Donc, ma présentation d'aujourd'hui, j'ai essayé de la scinder en 6 parties. Donc, je vais commencer très rapidement par une introduction dans laquelle je vais essayer de vous donner quelques définitions sur les données de télédétection spatiale. Après, je passerai à un problème dit de mélange spectral. C'est l'un des problèmes qu'on rencontre lorsqu'on essaye de traiter des données de télédétection spatiale et en particulier des données optiques. Après, je vais essayer aussi très rapidement de vous donner un aperçu sur les méthodes dites de séparation avec de sources. Des méthodes en anglais, c'est Blind Source Separation Methods. Et après, je vais essayer de vous donner un lien donc, entre ces méthodes de séparation de sources et les méthodes de démélange. Donc, on essaye de séparer. Donc, lorsqu'on parle dans le domaine de la télédétection, donc on essaye de faire du spectral mixing. Donc, après, pour la cinquième partie, je vais essayer de vous lister quelques méthodes de démélange spectral. Et enfin, je terminerai par la dernière partie. Donc, dans celle-ci, je vais essayer de vous donner dans quelques fonctionnalités ou bien quelques applications qui sont issues de ces méthodes de démélange ou bien des méthodes d'unmixing. Donc, à titre d'introduction, donc, ce que je souhaite vous dire, c'est que les données de télédétection, en particulier les données optiques, donc c'est des données qu'on peut les voir comme étant des cubes 3D, et c'est des cubes qui sont indexés par 3 variables. Donc, nous avons 2 variables spatiales, donc x, y, et nous avons une variable spectrale. Maintenant, lorsqu'on fixe une position XY et on essaye de regarder toutes les longueurs d'onde qui sont considérées dans la donnée. Donc là, on parle de spectre observé. Par contre, si on fixe une longueur d'onde et on essaye de regarder toutes les positions XY, là, on parle de bande spectrale. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les données de télédétection spatiale, elles sont caractérisées par 2 principales caractéristiques ou bien 2 principales résolutions. Donc, on parle de résolution spatiale et on parle de résolution spectrale. La résolution spatiale, c'est celle qui définit la taille d'un pixel et la résolution spectrale, c'est celle qui est en lien avec le nombre de bandes spectrales qui sont utilisées dans les données de télédétection. Donc, lorsqu'on a une seule bande spectrale, là, on parle de données panchromatiques. Lorsque ce nombre il est aux alentours de 10 bandes spectrales, là, on parle de données multispectrales. Lorsque ce nombre augmente, donc, soit on est en train de parler d'imagerie hyperspectrale ou bien d'imagerie ultraspectrale. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, ce qu'il faut toujours retenir lorsqu'on essaie de traiter des données de télédétection, c'est que l'objectif ultime, l'objectif principal, donc lorsqu'on essaye de traiter ou bien d'exploiter ou bien d'utiliser l'imagerie de télédétection, le but, c'est d'essayer de restituer une certaine vérité terrain à une échelle donnée et pour une application donnée. Donc, il faut toujours retenir cet objectif, il faut toujours se rappeler de cet objectif, de ce but, parce qu'il est beau d'essayer de faire
de développer des algos, des méthodes qui sont en lien avec le domaine du traitement de signal, le traitement d'image, mais il faut développer ces méthodes toujours en essayant de se rappeler que l'objectif est de restituer une certaine vérité terrain à une échelle donnée et pour une application donnée. Maintenant, cet objectif il peut être atteint en analysant, en exploitant les spectres observés. Donc, dans chaque pixel, nous avons un spectre observé. Et donc, l'analyse de ces spectres observés, donc, elle permet d'identifier, quantifier et de cartographier la distribution spatiale des objets qui sont en surface. Donc, ça, c'est en guise d'introduction. Donc, maintenant, je passe à la deuxième partie. Donc, je vais parler du problème du mélange spectral. Et pour illustrer ce problème, donc si nous regardons, nous prenons deux images, donc l'une panchromatique avec une résolution spatiale à 1,6 m, donc une image panchromatique, c'est-à-dire que nous avons une seule bande spectrale. Et si nous regardons la même scène, mais lorsqu'elle est imagée avec un senseur hyperspectral, donc sur ce slide, vous avez un exemple d'une image hyperspectrale avec une résolution spatiale de 8 mètres. Donc, lorsqu'on essaye de faire un zoom sur une partie de cette image, donc qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que certains pixels, donc au lieu de contenir un seul matériau, un seul objet, une seule classe, nous avons certains pixels qui contiennent plusieurs objets. Et là, donc ces pixels-là, on va les appeler des pixels mélangés ou bien des mixed pixels. Donc ici, vous avez un exemple, donc un pixel mélangé qui contient de la végétation et de l'asphalte. Vous avez ici un pixel qui contient uniquement un seul matériau. Donc là, on parle de pixel pur, donc il ne contient que de la végétation. Vous avez un autre pixel qui est mélangé, donc qui contient aussi de la végétation et de l'asphalte. Donc, lorsqu'on regarde, on fait un zoom sur une partie de cette image hyperspectrale, donc qui a une résolution spatiale de 8 mètres, à titre d'exemple, juste à titre d'exemple. Donc, on va constater que nous avons certains pixels qui sont mélangés. Donc mélangés et qui contiennent plus d'un matériau pur. Donc, ces matériaux purs, c'est des matériaux qu'on va appeler des members. Donc, ici, le spectre observé au niveau de ces pixels mélangés, c'est des mélanges des spectres, des matériaux qui sont contenus dans le même pixel. Maintenant, si on veut restituer la vérité terrain, si on veut avoir une certaine précision, donc éviter des erreurs de classif ou bien de cartographie, donc maintenant, il faut démélanger ces spectres mélangés et démélanger ces pixels mélangés. Donc, ce qu'il faut mettre en place, c'est essayer de développer des méthodes et des algos qui permettent la séparation de ces pixels mélangés ou bien de ces spectres mélangés. Maintenant, avant de mettre en place des méthodes, puisqu'on parle de mélange, il y a une autre question à laquelle il faut répondre. Quelle est la nature, quel est le type de mélange which involved mixing model in observed data. Donc, il faut vraiment définir quel est le modèle de mélange qui caractérise les données observées. Donc, le cas le plus simple, c'est le modèle linéaire. Donc, ça, c'est le cas le plus standard et c'est le modèle qui a été le plus étudié dans la littérature. Le second modèle, il y a les modèles non linéaires. Et parmi les modèles non linéaires les plus populaires, c'est les modèles linéaires quadratiques ou bien les modèles bilinéaires. Donc, pour ce deuxième modèle, j'essaierai de vous donner quelques détails plus tard. Donc, maintenant, si je reviens au modèle classique, donc le modèle linéaire, donc, puisqu'on parle de linéarité, donc les spectres observés, les pixels mélangés, ces spectres, ce sont des combinaisons linéaires, des spectres, des matériaux purs qui sont contenus dans le même pixel. Nous avons une autre hypothèse dans ce cas standard, c'est que cette hypothèse, elle consiste à dire que chaque matériau pur, chaque end-member, chaque objet, chaque classe dans la scène imagée, elle est représentée par un seul et unique spectre dans toute l'image complète. Donc ça, c'est une première hypothèse qui est considérée dans ce genre de modèle standard. Maintenant, les coefficients de mélange, donc, ils correspondent aux fractions de surface qui sont occupées par les objets, par les end members, par les matériaux purs dans le même pixel. Donc, ces coefficients de mélange, dans le domaine de la télédétection, ils sont appelés des abondances.
Et ce qu'il faut dire, c'est que ces abondances, elles sont inconnues. Maintenant, l'idée, l'objectif, c'est quoi? C'est d'essayer de démélanger les pixels mélangés, d'essayer de démélanger les spectres mélangés. Et l'idée, c'est si on peut faire ça d'une manière complètement aveugle, d'une manière unsupervised, ben, ça serait l'idéal. Donc, l'idée ici, ben, c'est d'essayer de retrouver les spectres des matériaux purs, les spectres des number, et retrouver aussi les fractions d'abondance de ces objets dans chaque pixel de l'image considérée. Donc maintenant, pour aboutir à cet objectif, donc sur ce slide, vous avez un aperçu très rapide. Donc vous avez comme input des données optiques de télédétection spatiale, qu'elles soient multispectrales ou bien hyperspectrales. Donc nous avons une toolbox. Donc à l'intérieur, il y a pas mal d'outils. Donc ces outils permettent d'extraire les spectres des matériaux purs. Donc nous avons une étape d'extraction des spectres des matériaux purs. Nous avons une seconde étape qui permet l'extraction des fractions d'abondance ou bien des cartes d'abondance de ces matériaux. Donc, à ces deux principales étapes, donc, on peut ajouter deux étapes, je dirais, optionnelles. Donc, la première, c'est une étape qui permet d'estimer le nombre de matériaux, le nombre de classes dans l'image considérée. Et une autre étape, c'est celle de la réduction de la dimensionnalité. Parce que si on essaie de traiter une image hyperspectrale, ça serait intéressant de réduire sa dimensionnalité, puisque lorsqu'on parle d'imagerie hyperspectrale, donc nous avons 100, 200, 300 bandes spectrales. Donc, au lieu de travailler avec la totalité des bandes spectrales, ça serait intéressant de réduire un petit peu la dimensionnalité. Donc, ça, c'est notre toolbox. Donc, à l'intérieur, nous avons pas mal d'outils. Et comme output, donc, nous avons les spectres des matériaux purs et nous avons les cartes d'abondance. Alors, maintenant, je passe à la partie séparation avec les sources, Blind Swan Separation Methods. Donc là, je vais essayer de vous donner un aperçu très rapide. Donc, pour illustrer la séparation de sources, donc si nous supposons que nous avons deux personnes qui sont en train de parler, et si nous supposons que nous avons deux systèmes audio, donc, il est tout à fait naturel, à partir des systèmes audio, donc il est tout à fait naturel lorsqu'on essaye de lire les enregistrements qui sont issus de ces systèmes audio. Donc, un premier système audio, donc si une première personne, donc elle dit blabla, et la seconde, elle dit blibli, donc il est tout à fait naturel que le premier système audio va nous donner comme sortie blibla et le second, il va nous donner blabli. Donc, l'idée ici, c'est quoi? C'est à partir de ces observations, à partir de ces enregistrements, blibla et blabli, donc on va essayer de les faire passer par un système qui va réaliser la séparation, donc pour obtenir des voix originales, donc blabla et blibli. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces deux voix, deux enregistrements, les deux paroles initiales, elles sont inconnues. Nous avons accès seulement aux enregistrements. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la séparation de sources. Donc, cette séparation, elle peut se faire, j'allais dire, d'une manière plus ou moins facile selon le modèle de mélange, selon les hypothèses qu'on met sur nos observations. Mais cette séparation, elle peut se réaliser qu'à deux indéterminations près. Donc, la première, c'est la permutation. Donc, pour illustrer ce que je viens de dire, donc, supposons que la première personne, elle dit blabla, mais en sortie, donc en premier, donc c'est blibli. La deuxième, elle dit blibli, mais en seconde sortie, nous avons blabla. Donc là, nous ne pouvons pas contrôler l'ordre de sortie des signaux qui sont considérés. Donc ça, c'est la première indétermination. La seconde indétermination, donc nous avons un facteur d'échelle. Donc, je reprends mon exemple. Donc, la première personne, elle dit blabla, mais en sortie, on peut avoir blabla. Donc, on peut avoir un facteur d'échelle ou bien un filtre. Et pareil pour la deuxième personne, c'est blibli, mais en sortie, on peut avoir que blibli. Donc, il y a une atténuation des sorties. Donc, ça, c'est les deux indéterminations de la séparation de sources. Maintenant, si je reviens un petit peu au domaine de la télédétection, ces deux indéterminations, j'ai envie de dire qu'elles ne nous dérangent pas trop,
Pourquoi? Parce que l'ordre des sorties des signaux qu'on essaye d'estimer, il importe peu. Et, le facteur d'échelle, il n'est pas très paralysant, je vais dire, parce qu'on peut le contrôler avec des contraintes supplémentaires sur les données. Ce que j'ai oublié de vous dire, excusez-moi, c'est que je vais revenir très rapidement à ce slide. Donc, les spectres observés au niveau de ces pixels mélangés, donc ce qu'il faut savoir, c'est que la somme des abondances de ces matériaux à l'intérieur des pixels, donc elle vaut 1. Donc, nous avons une contrainte ici. Et nous savons aussi que les données qui sont manipulées, elles ont des valeurs qui sont non négatives. Donc, nous avons aussi la contrainte de non-négativité. Donc, nous avons ici deux contraintes dans le domaine de la télédétection. Donc, c'est la somme à 1 des fractions d'abondance et la non-négativité des signaux manipulés. Donc, ces deux contraintes, elles permettent de s'affranchir, j'allais dire, du facteur d'échelle. Donc, très rapidement, c'est quoi la séparation de sources? Donc, nous avons des signaux qu'on appelle des signaux sources, donc qui vont être mélangés avant d'arriver à des systèmes d'enregistrement. Donc, ces systèmes d'enregistrement, ils vont nous fournir des observations. Ces observations, on va les faire passer par un système de séparation pour obtenir des sorties, donc ce qu'on appelle des sources estimées. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'estimer des sources n connues, S, à partir de signaux observés, donc X, donc avec très peu de connaissances a priori sur les systèmes, mis à part peut-être leur nombre. Maintenant, quelles sont les méthodes? Bien, les catégories de méthodes qu'on retrouve en séparation avenue de sources. Donc, pour réaliser la séparation de sources, je redis que je suis toujours dans le cas le plus simple, c'est le modèle linéaire. Donc, nous retrouvons ici trois catégories de méthodes. Donc, la première catégorie, c'est celle qui contient les méthodes qui sont basées sur l'analyse en composantes indépendantes. Donc, ces méthodes, elles font l'hypothèse de l'indépendance statistique des signaux sources. La deuxième catégorie, donc, elle regroupe les méthodes qui sont basées sur la factorisation en matrice non négative. Ici, l'hypothèse, c'est la non-négativité des signaux sources. Et la troisième catégorie, donc, elle regroupe les méthodes qui sont basées sur l'analyse en composantes parcimonieuses. Et là, donc, l'hypothèse principale, c'est la parcimonie des signaux sources dans un domaine de représentation. Il peut être le domaine direct des données ou bien un domaine transformé. Donc maintenant, si on veut tirer profit de ces méthodes de séparation de sources pour faire le démélange spectral des données de télédétection, donc avant de tirer profit, avant d'utiliser ce genre de méthode, donc on doit se poser deux questions. Donc, qu'appelle-t-on observation et qu'appelle-t-on signaux sources? Donc, à cette question, donc, on peut avoir deux configurations différentes. Donc, la première configuration, c'est une configuration que je vais appeler source spectrale. Donc, dans celle-ci, les observations, c'est les spectres observés. Donc, chaque pixel observé, donc, il va nous donner un spectre observé et chaque spectre, c'est une observation. Donc, les signaux de sortie, les signaux sources, c'est les spectres des matériaux purs. Donc là, les signaux sources, c'est les spectres des matériaux purs, les spectres des end-members. Et les cartes d'abondance, les coefficients d'abondance, ils vont constituer, j'allais dire, une autre matrice de mélange. Pourquoi je dis matrice? Parce que ça revient à faire de l'algèbre linéaire. Et puisqu'on est dans un cas standard, on utilise le modèle linéaire. Donc, l'écriture du modèle de mélange, elle revient à une écriture matricielle. Donc, c'est pour ça que je dis matrice de mélange. Donc, ça, c'est la première configuration. Maintenant, si je reviens aux trois catégories des méthodes, est-ce qu'on peut utiliser les méthodes basées sur l'analyse en composantes indépendantes qui font l'hypothèse que les signaux sources sont statistiquement indépendants? Je vais dire non. Pourquoi? Parce que les sources, qui sont les spectres, ne sont pas statistiquement indépendants. Au contraire, ils sont très fortement corrélés. Donc, lorsqu'on a une forte corrélation, nous n'avons pas l'indépendance statistique. Donc, on oublie les méthodes d'analyse en composantes indépendantes. Est-ce qu'on peut utiliser les méthodes d'analyse en composantes parcimonieuses? Là aussi, on ne peut pas les utiliser parce que les spectres
qui sont les signaux sources, ne sont pas parcimonieux. Est-ce qu'on peut utiliser les méthodes de factorisation en matrice non négative? Là, oui, mais parce que les spectres, elles ont des valeurs non négatives. Donc, on peut utiliser les méthodes de factorisation en matrice non négative, mais là, nous avons une certaine difficulté. Pourquoi? Parce que ces méthodes de factorisation, c'est des méthodes qui sont itératives et elles dépendent très fortement de leur initialisation. Donc, il faut leur trouver un point d'initialisation pour pouvoir converger vers la solution souhaitée. Donc, ces méthodes, elles ont un problème d'unicité de la solution. Donc, il est difficile d'utiliser ces méthodes dans cette première configuration. Maintenant, je passe à une deuxième configuration. Donc, celle-ci, elle est simple à obtenir. Donc, il suffit de prendre la première configuration. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il était possible d'écrire notre modèle sous forme matricielle. Donc, il suffit de transposer notre modèle. Et là, chaque observation, au lieu qu'elle soit un spectre, mais là, elle va devenir toute une bande spectrale. On va la considérer comme étant une observation. Et les cartes d'abondance, chaque carte d'abondance, donc elle devient une source à estimer. Donc, cette deuxième configuration, c'est celle que j'appelle les sources spatiales. Et là, les coefficients de mélange, c'est les spectres des matériaux. Donc, dans la première configuration, les spectres, c'était les signaux sources. Dans la deuxième configuration, les spectres deviennent les coefficients de mélange. Donc, maintenant, si je reviens toujours aux trois catégories de méthodes, est-ce qu'on peut utiliser l'analyse en composantes indépendantes? Là aussi, on ne peut pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que j'ai dit que nous avons une contrainte de somme qui est égale à 1 sur les abondances sur chaque pixel. Donc, nous avons une dépendance, j'allais dire, linéaire entre les abondances dans chaque pixel. Donc, si nous avons une dépendance linéaire, il est difficile d'imaginer que nous pouvons avoir une indépendance statistique. Donc, là aussi, on oublie les méthodes d'analyse en composantes indépendantes. Est-ce qu'on peut utiliser les méthodes de factorisation en matrice non négative? Je vais dire oui, parce que les abondances, elles sont non négatives, mais nous avons toujours le problème de la non-unicité de la solution, donc il est difficile d'utiliser la factorisation en matrice non négative. Donc là, je suis très, très pessimiste. Je viens de vous énumérer plusieurs configurations et je n'ai pas encore donné de solution, mais je vais la donner tout de suite. Est-ce qu'on peut utiliser dans cette deuxième configuration l'analyse en composantes parcimonieuses? Ben là, je vais dire oui. Pourquoi? Parce qu'un matériau pur, une classe, un objet ne peut être présent sur toute la scène imagée. Donc, les abondances, elles sont parcimonieuses. Donc, l'idée ici, c'est quoi? C'est d'essayer d'utiliser l'analyse en composantes parcimonieuses pour pouvoir identifier notre matrice de mélange. Et après, on peut utiliser des méthodes qui sont basées sur la contrainte de non-négativité pour estimer les abondances. Donc, et les méthodes qui sont basées sur la contrainte de non-négativité, donc il est tout à fait possible de faire appel aux méthodes de moindre carré mais contraintes avec la non-négativité, ou bien les méthodes de matrice de factorisation non négative. Donc, sur ce slide, vous avez un exemple très rapide d'une méthode que nous avons développée, déjà ça fait un bon moment, donc en 2012. Ben, c'est une méthode qui a pour input une image hyper ou bien une image multi. Donc, on essaye de balayer cette image pour détecter des zones pures. Donc, qu'est-ce que j'appelle par zone pure? C'est une zone qui contient des pixels purs et qui contient un seul matériau. Donc, cette détection, elle est réalisée en utilisant un critère qui soit basé sur la corrélation ou bien sur la variance. Donc, nous avons une étape de détection des zones pures. Après, on essaye d'estimer tous les spectres possibles, toutes les colonnes possibles de la matrice, donc tous les spectres possibles des matériaux purs. Après, on essaye, à partir de l'ensemble des spectres possibles, donc on essaye d'estimer les spectres finaux des matériaux. Donc, pour estimer les spectres finaux, donc on fait appel à une méthode de clustering et à la fin, donc on obtient nos spectres finaux. Et à partir de ces spectres finaux, on va faire appel à des méthodes, pardonnez-moi, donc on va faire appel à des méthodes qui sont basées sur la non-négativité pour obtenir les cartes d'abondance. Donc là, c'est d'une manière très succincte, très rapide. Donc, si vous avez besoin de détails, donc vous pouvez lire nos travaux qui sont mentionnés sur ce slide. Donc, ce qu'il faut dire aussi pour le cas standard, donc il y a vraiment un nombre très important de méthodes qui permettent de faire le démélange.
Donc, en particulier, nous avons des méthodes qui sont dites méthodes géométriques. Donc, vous pouvez regarder sur le papier de Biucas Diaz qui a été publié en 2012, ou bien un papier plus ancien, celui de Keshava et Mustaf, qui a été publié en 2002, pour avoir une idée sur l'ensemble de ces méthodes qui permettent de réaliser le déménage. Maintenant, je vais essayer de vous illustrer c'est quoi les méthodes géométriques. Donc, si nous supposons que nous avons une image qui contient seulement 2 bandes spectrales et qui contient 3 matériaux purs, donc lorsqu'on parle de mélange linéaire, l'ensemble des pixels, si on essaye de les plotter sur les 2 bandes spectrales qui sont considérées, donc qu'est-ce qu'on va trouver? Que tous les pixels, ils sont à l'intérieur d'un simplex, et les sommets de ce simplex correspondent aux matériaux. Donc ça, c'est juste pour illustrer c'est quoi les méthodes géométriques. Donc, ces méthodes géométriques, donc l'idée, leur principe, c'est quoi? C'est d'essayer de trouver les sommets des simplex, les vertex de ces simplex. Donc, il y a une classification des méthodes. Donc, la principale, c'est soit nous avons des méthodes qui font l'hypothèse d'existence de pixels purs dans les données observées, ou bien qui ignorent cette hypothèse. Donc, lorsque les données contiennent des pixels purs pour chaque matériau, donc ces sommets, ces vertex, ils appartiennent aux données observées. Donc, lorsque les méthodes ignorent cette hypothèse d'existence de pixels purs, les vertex qu'on essaye de retrouver n'appartiennent pas aux données observées. Donc là, très rapidement, parmi les méthodes qui existent dans la littérature, donc, on peut citer celle dite PPI. Donc, c'est une méthode très simple et elle est connue parce qu'elle est disponible sur des logiciels commerciaux tels que NVI. Donc, une autre méthode, c'est celle dite NFinder. Une autre méthode dite OSP. Bon, toutes ces méthodes, c'est des méthodes géométriques et qui font l'hypothèse d'existence de pixels purs. Il y a la méthode aussi VCA, donc c'est une méthode assez connue, assez utilisée dans la littérature. Elle utilise le même principe de la méthode OSP, mais elle est beaucoup plus robuste à la présence de bruit. Maintenant, pour les méthodes qui ignorent l'hypothèse d'existence de pixels purs, c'est des méthodes qui essayent de trouver le volume minimum qui englobe tous les points de la donnée considérée. Donc, parmi ces méthodes, donc, on retrouve la méthode dite ICE, ou bien la méthode MVC-NMF, ou bien la méthode SPICE. Donc, nous avons d'autres méthodes, celles dites MVSA et CISAL. Donc, c'est des méthodes très, très connues, très utilisées dans la littérature. Leurs codes sont disponibles sur le net. Donc, si cela vous intéresse, donc il suffit de taper le nom de ces algos, le nom de ces méthodes, et vous avez accès à leur code en MATLAB, par exemple, ou bien en Python pour pouvoir les utiliser. Maintenant, juste un petit exemple très rapide. Donc, quelques résultats. Donc, nous avons essayé d'appliquer notre méthode que nous avons développée sur une image multispectrale, donc avec 6 bandes spectrales, et nous avons essayé d'obtenir des cartes d'abondance de certaines classes, ou certains objets, ou certains matériaux purs, tels que l'urbain, les forêts, la végétation, céréales, tout ce qui est impovered soil, ou bien tout ce qui est eau. Donc ça, c'est un premier exemple. Un second exemple avec une image multi avec 4 bandes spectrales. Donc à partir de cette image, nous avons pu obtenir les cartes d'abondance de certains matériaux dits de végétation, ou bien qu'on peut les voir comme étant de l'agriculture. Donc ça, c'est juste comme exemple. Maintenant, je passe à des modèles qui sont non standards. Et le premier modèle dont je vais parler, c'est le modèle dans lequel on essaye de considérer le phénomène dit de variabilité spectrale. Si vous vous rappelez au début, pour le modèle standard, j'avais dit que chaque matériau, chaque classe, chaque objet, il est représenté par un seul et unique spectre dans toute l'image considérée. Est-ce que ça correspond vraiment à une vérité? Non, ça ne correspond pas vraiment à la réalité. Et pour illustrer ceci, donc, si nous prenons une image, ici c'est une image hyperspectrale, et si on fait un plot de certains pixels purs,
Donc, si on prend quelques pixels pour une seule classe, pour un seul objet, et on va plotter les spectres observés. Donc, ce qu'on va regarder, ce qu'on va voir, ce qu'on va constater, c'est que les spectres d'une même classe, ben, ils sont légèrement différents. Ils ont la même forme, mais ils ont une différence dans l'amplitude. Donc là, on parle de variabilité spectrale. Maintenant, si on veut prendre en considération ce phénomène de variabilité spectrale, puisqu'il y a une certaine variabilité, ben, il faut définir une référence par rapport à laquelle nous avons cette variabilité. Alors, cette variabilité, on peut la modéliser de deux manières. Donc, je vais parler des travaux que j'essaye de mener avec des collègues. Donc, cette variabilité, on peut la modéliser soit d'une manière additive, soit d'une manière multiplicative. Donc, pour le modèle additif, donc, nous avons les spectres de référence donc, qui sont dans cette matrice S. Et ici, vous avez deux matrices A et B. Ben, c'est celles pour lesquelles nous avons des variabilités soit supérieures, soit inférieures. Et la matrice C, ici, c'est la matrice qui contient les fractions d'abondance. Donc, à partir de ce modèle, donc, nous avons essayé de développer une méthode qui est basée sur la factorisation en matrice non négative. Donc, j'ai dit tout à l'heure que c'est des méthodes qui sont itératives. Donc, on essaye d'optimiser une fonction de coût. Donc, et cette optimisation, elle est réalisée par l'utilisation de règles de mise à jour, update rules, donc qui sont données ici. Donc, je ne vais pas les détailler. Donc, l'idée, ce n'est pas de détailler tout ceci. Si vous avez besoin de plus de détails, donc vous pouvez lire nos récents papiers donc, qui sont mentionnés ici sur ce slide. Donc ça, c'est pour la manière additive, donc le modèle additif de la variabilité spectrale. Le second modèle, ben, c'est pareil, donc on peut le modéliser sous cette forme. Donc nous avons ici S, c'est la matrice des spectres, et A, c'est une matrice qui contient les coefficients de variabilité. Et ici, vous avez un opérateur, ben, c'est un opérateur de produit matriciel, élément par élément. Donc ça, c'est une autre manière de voir les choses, une autre manière de modéliser la variabilité spectrale, mais ici, c'est d'une manière multiplicative. Donc, pareil, donc, nous, à partir de ce modèle spécifique, donc, nous avons essayé de développer des méthodes qui sont basées sur la factorisation en matrice non négative. Donc, on essaye toujours de minimiser, d'optimiser une fonction de coût à l'aide de règles de mise à jour. Alors, ça, c'est pour la variabilité spectrale. Donc, c'est un cas qui est non standard. Je passe maintenant à un autre cas non standard de mélange. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure très brièvement le modèle non linéaire et j'ai dit que la plupart des méthodes considérées dans le domaine du non linéaire, ben, c'est les méthodes linéaires quadratiques et les méthodes bilinéaires. Dans le cas, ce qu'il faut dire aussi dans le cas linéaire, c'est qu'on considère seulement l'interaction entre un seul matériau. Donc, l'interaction entre l'énergie reçue et les matériaux sur le sol, ben, c'est une interaction du premier ordre. Maintenant, dans le cas bilinéaire, donc, on admet des interactions entre deux matériaux différents avant que l'énergie réfléchie revienne au senseur. Donc là, c'est le modèle bilinéaire. Donc, on admet des interactions du second ordre entre des matériaux purs différents. Pour le modèle linéaire quadratique, donc en plus de l'interaction du second ordre entre des matériaux purs différents, on peut aussi admettre l'interaction du second ordre, mais entre le même matériau pur. Donc, à partir de ce que je viens de dire, donc il est tout à fait légitime de considérer que les modèles de mélange bilinéaire, ben, ils font partie des méthodes linéaires quadratiques. Ou bien, on dit autrement, le bilinéaire, c'est un cas spécifique du linéaire quadratique. Donc, pour le linéaire quadratique, donc, on peut toujours écrire les choses, le modèle sous forme matricielle, donc on utilise des matrices. Pareil pour le modèle bilinéaire. Donc, et à partir de ces deux modèles spécifiques, donc, nous avons essayé de développer des méthodes qui sont basées sur la factorisation matricielle avec la contrainte de non-négativité. Et en particulier, nous avons développé des méthodes qui sont basées sur la descente du gradient projeté. Donc, ça, c'est pour le modèle linéaire quadratique et linéaire. Donc, j'arrive maintenant à la dernière partie. Donc, à mon sens, c'est celle la plus intéressante. Pourquoi? Parce que je vais essayer de vous donner quelques fonctionnalités, quelques applications qu'on peut réaliser en utilisant le démélange spectral. Ce que j'ai envie de dire ici, c'est que le démélange spectral, on peut le voir comme étant une clé à molette, donc
des clés avec lesquelles on peut ouvrir plusieurs portes. Donc, on peut faire plusieurs fonctionnalités, plusieurs traitements peuvent être réalisés en utilisant le démélange spectral. Donc, le premier exemple, ou bien la première fonctionnalité, c'est la fusion des données, ou bien le sharpening. Et par sharpening, là, je veux dire la fusion de deux images observables, une qui est caractérisée avec une haute résolution spatiale, mais une faible résolution spectrale, et une deuxième qui est caractérisée par une faible résolution spatiale cette fois-ci, mais une haute résolution spectrale. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de prendre la première image, donc réaliser le démélange, appliquer le démélange sur cette première image. Donc, on va obtenir une information spectrale qui est, j'ai envie de dire, elle est un petit peu grossière, mais on va obtenir une information spatiale qui est fine. Donc, ça, c'est à partir de l'image il y a une résolution spatiale, une bonne résolution spatiale. On applique pareil le démélange sur l'autre image, sur la deuxième image. Donc, on va obtenir des spectres qui sont plus résolus, plus fins, mais on va obtenir une information spatiale grossière. Donc l'idée ici, c'est quoi? C'est de prendre les cartes d'abondance, les fractions d'abondance avec une bonne résolution spatiale, et on va les combiner avec les spectres qui ont une haute résolution spectrale. Donc, maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est que tout dépend du modèle de mélange utilisé, tout dépend de la méthode de démélange utilisée. Est-ce qu'on prend en compte la variabilité spectrale ou pas? Donc, l'idée ici, si on démélange d'une manière linéaire, on va recombiner d'une manière linéaire. Si on fait le démélange d'une manière non linéaire, on va recombiner d'une manière non linéaire. Si on prend en compte ici le phénomène de la variabilité spectrale lors du process de démélange, lorsqu'on fait la recombinaison de ces deux informations, on va prendre en considération le phénomène de la variabilité spectrale. Donc, si on fait des hypothèses pour le démélange, pour la recombinaison, on va considérer les mêmes hypothèses. Donc ici, très rapidement, pour vous donner un exemple, donc ici, nous avons une image hyperspectrale de référence. Ça, une image multispectrale de haute résolution spatiale, mais avec une faible résolution spectrale. Ici, vous avez une image hyperspectrale avec une faible résolution spatiale, mais une haute résolution spectrale. Et ici, vous avez le résultat de la fusion en utilisant le démélange. Donc, il est clair ici que les résultats sont assez proches visuellement de l'image de référence. Maintenant, pour plus de détails sur ce genre de méthode, donc vous pouvez lire nos papiers qui ont été publiés dans ce domaine. Donc, ces papiers, ils sont mentionnés sur ce slide. Maintenant, une autre fonctionnalité assez intéressante, c'est la détection d'objets en surface. Et l'idée ici, c'est quoi? C'est au lieu de faire le démélange d'une manière complètement unsupervised, complètement blind, complètement aveugle, l'idée, c'est de fournir des spectres de matériaux d'intérêt, des spectres connus qu'on va obtenir soit en faisant des mesures sur terrain avec un spectromètre de terrain, ou bien on va utiliser une bibliothèque spectrale. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'injecter dans le process de démélange des spectres connus de matériaux d'intérêt. Donc là, le démélange, il va devenir partiel, ou bien nous avons une information supplémentaire. Donc, dans ce travail, sur ce slide, donc nous nous sommes intéressés aux panneaux solaires, aux panneaux photovoltaïques en milieu urbain en utilisant de l'imagerie hyperspectrale. Donc, c'est un travail qui a été réalisé à la demande de la métropole de Toulouse. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'essayer de détecter les panneaux photovoltaïques à partir de leur spectre connu. Comment on va faire la détection? Lorsqu'on fait le process de démélange, on va essayer de regarder les abondances, les cartes d'abondance des panneaux photovoltaïques que nous avons estimés. Et ces cartes d'abondance, ils vont permettre la détection de ces panneaux, de ces panneaux solaires, et ils vont aussi permettre l'estimation de leur superficie. Donc, lorsqu'on arrive à estimer la superficie des panneaux solaires, donc on peut très bien avoir une information sur la consommation. Et vous imaginez très bien que ceci peut intéresser certains décideurs. Donc, sur ce slide, vous avez l'exemple des cartes d'abondance qui ont été obtenues à partir de ce process, et ces cartes d'abondance ont été validées par l'utilisation d'ortho-images à très, très, très haute résolution spatiale. Alors, dans le même registre, donc, nous avons essayé d'utiliser la même méthode pour la détection et la cartographie de la kaolinite dans le regard central algérien, donc en utilisant toujours le même principe.
donc c'est-à-dire injecter dans le process de démélange les spectres connus de la kaolinite. Donc, nous avons utilisé une image aster, nous avons même utilisé une image hyperspectrale du capteur Prisma italien, du capteur italien. Donc, nous avons obtenu des cartes d'abondance dans la région considérée. Et cette carte d'abondance de la kaolinite a été, disons, partiellement validée sur terrain, seulement sur 2 régions. Donc, il y a des collègues qui sont partis sur le terrain pour essayer de valider un petit peu les cartes d'abondance qui ont été obtenues. Maintenant, une autre fonctionnalité, une autre application, ben, c'est la correction de l'effet de l'ombre qu'on peut retrouver dans certaines images, et là en particulier en imagerie hyperspectrale. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'utiliser le démélange sur l'image, mais sur les 2 parties différentes. Donc il faut au préalable qu'on essaye de définir quelles sont les zones qui sont non ombrées et quelles sont les zones ombrées. Donc, on va faire le démélange sur ces 2 parties, la partie non ombrée et la partie ombrée. Et l'idée, c'est quoi? C'est de remplacer les spectres ombrés par les spectres non ombrés. Donc l'idée ici, ou bien l'hypothèse ici, c'est quoi? Ben, c'est qu'on suppose que les matériaux qui sont ombrés, ben, ils sont présents sur la scène imagée, mais ils sont fully illuminated, donc qui sont présents, mais qui sont non ombrés dans d'autres endroits de l'image. Donc, ce que je disais, c'est l'idée, c'est quoi? C'est de remplacer les spectres qui sont ombrés par les spectres non ombrés. Donc, on fait le démélange, après on remplace les spectres ombrés, et après on fait la recombinaison. Donc, lorsqu'on fait le démélange, on remplace et après on recombine, mais on va recombiner seulement dans la zone ombrée. Donc, vous avez un exemple ici, donc une image avec une grande zone qui est ombrée, et ça, c'est le résultat de la correction obtenue. Et vous imaginez très bien que si on veut faire, par exemple, une classification, donc au lieu d'utiliser cette image, ben, le mieux, c'est d'utiliser l'image qui a été corrigée. Ça permet d'améliorer certainement les performances de classification. Alors, une autre fonctionnalité, c'est la détection de changements. Ben, à partir du moment qu'on dit que le démélange il va nous donner des cartes d'abondance, ben, si on prend 2 images de la même scène et qui sont prises à des dates différentes, ben, si on applique le démélange sur ces 2 images et si on regarde un petit peu les cartes d'abondance obtenues, si on essaye d'analyser les cartes d'abondance obtenues à partir des 2 images de la même scène acquises à des dates différentes, donc ceci permet de faire de la détection de changements. Donc ici, sans rentrer dans le détail, nous avons appliqué le démélange pour faire de la détection de changement et nous avons essayé de comparer nos résultats à une méthode de la littérature et nous avons obtenu des résultats assez encourageants. Donc pour plus de détails, donc, vous pouvez toujours, je mentionne toujours nos travaux sur le slide pour avoir plus de détails sur ces travaux. Maintenant, une dernière fonctionnalité, ben, c'est la réduction de la dimensionnalité. Lorsqu'on parle de réduction de la dimensionnalité, ici en particulier, je cible l'imagerie hyperspectrale. Donc, la réduction de la dimensionnalité, soit on peut la réaliser par des transformations telles que l'ACP, ou bien on peut la réaliser par la sélection. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'aller regarder dans l'image hyperspectrale quelles sont les bandes les plus décisives. Donc, est-ce qu'on peut utiliser le démélange? Ben oui. Ben, l'idée ici, c'est quoi? C'est de mélanger l'image. Donc, on va obtenir les spectres. Donc, si on retient très bien notre objectif principal de départ, c'est quoi? C'est essayer de restituer une vérité terrain. Donc, lorsqu'on dit vérité terrain, c'est-à-dire qu'on veut identifier nos objets, on veut identifier nos classes. Et ces objets et ces classes sont idéalement représentés par leur spectre. Donc, si on veut les identifier, ben, si on essaye de trouver quelle est la zone de longueur d'onde où on a une certaine dispersion entre les spectres qui représentent idéalement nos objets. Donc, on va faire le démélange, on obtient les spectres. Donc, on va calculer à partir de ces spectres une mesure de dispersion, donc, par exemple la variance. Donc, on va obtenir un vecteur de variance. Ce vecteur de variance, on va le segmenter, on va
lui appliquer un clustering. Le mieux, c'est d'appliquer un clustering séquentiel pour prendre la totalité des longueurs d'onde. Et après, dans chaque segment obtenu, donc on va essayer de choisir une seule bande spectrale dans ce cluster, dans ce segment. Et cette bande, elle correspond à la longueur d'onde où nous obtenons la dispersion maximale. Donc, si nous disons que nous allons faire le clustering avec 10 clusters, donc si une image elle contient 200 bandes, donc ici on va faire 10 clusters, donc en sortie on va obtenir une image qui est réduite, mais qui contient que 10 bandes spectrales. Donc, ici, nous avons fait de la sélection de bandes décisives. Donc, pour plus de détails, vous pouvez toujours regarder ou bien lire nos travaux qui sont mentionnés sur ce slide. Donc, voilà, je vous remercie très vivement pour votre attention. Sur ce dernier slide, donc, vous avez mes emails si vous avez des questions ou bien des références à demander, donc j'essaierai de répondre avec un énorme plaisir. Et encore une fois, merci beaucoup, Simjdi, pour l'invitation et pour l'initiative. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est un plaisir. Et merci, M. Khaoui, pour votre exposé très intéressant sur des techniques très avancées dans la télédétection, notamment les techniques indexing, des mélanges qui permettent, si j'ai bien compris, d'améliorer la qualité de détection, voire de créer des nouvelles applications. Donc, il y a des questions sur le chat. Si vous voulez les poser de manière orale, allez-y. Alors, j'avais une petite question, mais pas de quelqu'un qui est expert dans le domaine, mais trivialement, dans le domaine dans le traitement d'image, dernières années, on utilise beaucoup certains types de réseaux de deep learning, par exemple les réseaux convolutionnels, oui, qui ont montré leur performance dans certains types d'applications. Donc, est-ce que dans votre domaine, ça s'applique aussi? Est-ce que c'est une alternative? Là, ça pose des problèmes, par exemple, par rapport à la disponibilité des données, des datasets, etc. Bah, tout à fait. Merci beaucoup, Mehdi, pour cette question très intéressante. Donc, ce que j'ai envie de dire, bon, il y a plusieurs points ici. Donc, le premier point, c'est que tout ce qui est apprentissage profond, tout ce qui est deep learning, quelque chose qui est à la mode, donc et ça s'applique un petit peu partout dans tous les domaines, y compris dans la télédétection. Par contre, pour les méthodes classiques de deep learning, c'est des méthodes qui sont supervisées. Donc, lorsqu'on dit supervisé, c'est-à-dire que nous avons besoin d'échantillons pour l'apprentissage. Est-ce que ces samples pour l'apprentissage, est-ce qu'ils sont toujours disponibles? Ce n'est pas toujours le cas. Donc, nous avons un problème. Bon, je parle bien sûr pour les méthodes vraiment classiques de deep learning. Je suis conscient qu'il y a pas mal de développement dans ce domaine où les choses évoluent vers du non supervisé aussi, même en deep learning, mais il y a toujours le problème de la disponibilité pour obtenir des échantillons d'apprentissage pour que le réseau puisse apprendre bien et pour qu'il puisse avoir pour obtenir des résultats assez corrects. Mais ce qu'il faut dire, lorsque ces échantillons d'apprentissage, lorsqu'ils sont disponibles, il faut dire que les résultats, ils sont vraiment impressionnants. Par contre, l'un des inconvénients aussi du deep learning, actuellement pour les méthodes classiques, toujours, c'est de l'informatique et c'est des boîtes noires, on ne sait pas très bien ce qui se passe à l'intérieur. C'est vraiment un paradigme complètement différent par rapport aux méthodes de traitement de signal où on essaye de modéliser les choses. On a des fonctions coûts à minimiser, on a des fonctions à optimiser, on fait du calcul de gradient, la descente du gradient. Donc, on maîtrise pratiquement toutes les étapes.
Mais pour les méthodes classiques de deep learning, ben, pratiquement, c'est des boîtes noires, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Ben, bon, je suis conscient aussi qu'il y a des travaux actuels ben, qui essayent de rentrer un petit peu dans ces boîtes noires et de faire du démélange pour voir ce qui se passe à l'intérieur et pour améliorer aussi les méthodes de deep learning. Un autre inconvénient pour ces méthodes de deep learning, ben, c'est le matériel. Bon, c'est un inconvénient, j'allais dire, pour nous, un pays en cours de développement, ben, nous n'avons pas toujours accès à des machines assez puissantes pour faire du deep learning. Ben, il faut dire aussi que le deep learning, c'est le bébé un petit peu des Chinois et ils ont pas mal de matériel que nous ne possédons pas. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question aussi. Parfaitement, parfaitement. Merci, Sofiane. Et autre question. Sinon, merci beaucoup pour ton intervention. Alors, maintenant, je passe la parole à la troisième intervention. Monsieur Mahfouz Sijil Messi, qui va nous, c'est un petit peu le charme de cette journée, hein, nous présenter, j'imagine, une perspective différente hein, de l'information géospatiale, de la télédétection. Alors, Monsieur Sijil Messi est gérant et fondateur d'Infocarto, qui est une société de services en ingénierie informatique spécialisée en informatique et géomatique, agréée par le ministère des Ressources en eau. M. Sijil Messi a plus de 15 ans d'expérience en Algérie et à l'international dans le domaine des systèmes d'information, des SIG, appliqués à la gestion de l'environnement, des infrastructures hydrauliques, eau et assainissement, pipeline et télécom. Et donc, on est très ravis de l'avoir et notamment avoir la participation du secteur privé dans cette journée. Donc, c'est Merci. Merci. Bonjour. Vous m'entendez, c'est bon? un peu, on ne vous entend pas très bien. Je sais pas si vous. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, c'est bon? Là c'est mieux. Là, c'est mieux. Parce qu'en fait, j'ai mon micro qui ne marche pas, donc je suis obligé de m'approcher un peu de mon PC. D'accord. Donc voilà, donc vous me donnez la main juste pour partager. Vous pouvez partager, oui. C'est bon. Est-ce que Oui. vous voyez ma présentation? C'est bon? Alors, ça va venir normalement. Oui, c'est bon. C'est bon. Juste le. Donc, je passe en mode. Parfait. Parfait. Ok. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci pour cette invitation, Mejdi. Alors, mes remerciements, c'est à Mejdi Assia d'avoir pris contact avec moi et d'associer le secteur privé à ce type de séminaire. Donc, c'est très intéressant parce que nous avons, entre guillemets, le même but, en fait, c'est de pouvoir proposer des solutions géospatiales pour différentes sociétés, dans différents services, dans des secteurs d'activité. Voilà. Donc, ma présentation, donc je vais faire une petite présentation de moi-même, en fait, qui je suis, pourquoi j'ai créé un Infocarto. Je vais vous parler de quelques références professionnelles en qualité de consultant SIG, mais aussi en qualité de salarié, parce que j'ai été aussi salarié. Une petite introduction, un petit constat. Je vous parlerai aussi du contexte local avant de passer directement vers la présentation d'Infocarto. Pourquoi Infocarto, je l'ai créé, quelles sont nos principales prestations, nos consultants, quels sont nos modes d'intervention. Je vous parlerai aussi de l'open source. Et avant d'enchaîner directement vers une thématique de la formation, et je vous présente quelques consultants, formateurs avec qui je travaille. Donc voilà, donc je m'appelle Mahfouz Sijil Messi, je suis ingénieur géologue pétrolier, diplômé de l'INH, donc l'Institut national des hydrocarbures pour ceux qui le connaissent. J'ai aussi un Master 2 en compétences complémentaires en informatique de l'Université d'Aix-Marseille 2. Ça fait plus de 15 ans que j'évolue dans le domaine du SIG. Je suis consultant SIG, je suis formateur, je suis chef de projet. Et actuellement, je suis gérant fondateur d'Infocarto et actuellement, j'interviens en qualité de GIS expert dans le cadre du projet WES, Water Environment Support, qui est un projet entièrement financé par l'Union européenne. Également, je suis membre de l'IME qui est l'Institut méditerranéen de l'eau, qui regroupe les professionnels de l'eau sur le pourtour méditerranéen.
Pour quelques références professionnelles, donc j'ai commencé ma carrière au groupe des Eaux de Marseille et j'ai dû travailler en qualité de consultant SIG et salarié dans différentes sociétés. Actuellement, j'interviens pour le compte de LDK Consultant, qui est un bureau de consultants basé en Grèce, toujours dans le cadre du projet WES. Et j'interviens aussi pour North-South Consultant Exchange, qui est une société égyptienne, toujours dans le cadre du projet WES. Donc, l'intégration de la dimension spatiale est une révolution. Donc, maintenant, on a énormément de systèmes d'information, je parle plutôt de systèmes d'information qui produisent de l'information potentiellement géolocalisable. Donc, le besoin de considérer la dimension se précise et vraiment, il y a une nécessité d'exploiter ces données géolocalisables. Donc, la donnée cartographique s'est invitée dans notre quotidien. Donc, maintenant, on a tous des smartphones et des téléphones intelligents qui produisent l'information géographique. On a des API qui utilisent de l'information géographique. Et l'idée, c'est de pouvoir, en fait, c'est 80% de la donnée qui est produite par les SI, elle est potentiellement géolocalisable. Dans le contexte local, donc je parle du contexte algérien, de par mon expérience professionnelle, donc je rencontre énormément d'entreprises qui produisent cette information géographique, mais malheureusement, elles n'ont pas d'outils ou de solutions qui puissent les exploiter. Par conséquent, elles se privent de solutions géodécisionnelles. Donc, juste pour présenter un Infocarto, donc un Infocarto, c'est une SS2I, une société de services en ingénierie informatique. Donc, on est agréé par le ministère des Ressources en eau en qualité de prestataire de services dans le domaine du GIS, SIG. Nous intervenons dans toutes les problématiques liées à la géomatique, notamment dans la prestation dans le domaine de la carto, mise en place d'infrastructures géographiques, l'ingénierie de la donnée géospatiale, déploiement de solutions SIG clés en main, assistance à maîtrise d'ouvrage, assistance à maîtrise d'œuvre, et nous intervenons dans le conseil et l'accompagnement. Donc, nos principales prestations sont l'AMOA, donc l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc on fait ce qu'on appelle des audits de l'existant, de l'analyse des besoins et propositions d'évolution. Nous proposons différents scénarios envisageables et devront apporter les éléments nécessaires. Nous sommes aussi un intégrateur, donc nous intervenons dans le domaine de l'AME, assistance à maîtrise d'œuvre. Donc, nous sommes intégrateurs de solutions SIG. Nous travaillons avec des développeurs pour développer des applications métiers par rapport aux besoins du client. Et aussi, nous sommes un centre de formation et de développement de la ressource humaine. Donc, d'une base de données et de consultants et d'experts qui viennent du milieu terrain, en fait, Infocarto met à disposition dans le cadre de ces interventions différents consultants qui viennent de différents secteurs d'activité. Donc, on a cette chance d'avoir des consultants qui viennent dans le domaine de l'hydraulique, de l'oil and gas, du télécom. Donc, nos consultants accompagnent nos clients tout au long de leur projet SIG. Voilà. Nos modes d'intervention, donc nous intervenons aussi bien en qualité d'un partenaire consultant. D'ailleurs, je suis en train de sensibiliser les gens de part. Ce que j'ai vu à travers mon expérience professionnelle, c'est que maintenant, en fait, si je prends le cas de la France, que je connais très bien et où j'ai eu l'occasion de travailler, les sociétés qui interviennent dans différents secteurs d'activité font appel à des sociétés de services telles qu'Infocarto, SS2I, pour qu'ils puissent, si elles ont besoin de la mise en place ou de l'évolution de leur système d'information géographique, des sociétés de services en ingénierie informatique, ce qu'on appelle les SS2I, interviennent en qualité de consultants ou de sous-traitants. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène de détacher un consultant chez le client. Donc, c'est un mode que je souhaite développer ici en Algérie, que je suis en train de travailler pour développer ici en Algérie, c'est-à-dire l'idée de mettre de la compétence au service des entreprises. Voilà. Dans le domaine du SIG, de la télédétection, tout ce qui est relatif à l'information géographique. Chez Infocarto, donc nous sommes, bien que nos consultants maîtrisent tous les logiciels du marché, qu'ils soient propriétaires
open source, nous recommandons en fait à ce que les sociétés, en fait, nous recommandons nos clients vers l'utilisation de l'open source, qui leur confère plus d'indépendance, notamment dans le cadre de la maintenance ou de la mise à jour des logiciels. C'est-à-dire, à titre d'exemple, dans le domaine du SIG, je recommande en fait à mes clients l'utilisation de QGIS, qui reste un logiciel très complet, qui reste avec des fonctionnalités complètes, et ça confère en fait plus d'indépendance aux clients. D'ailleurs, dans le cadre du projet actuel où j'interviens, le projet WES, le projet Water Environment Support, le partenaire algérien qui est l'Algérienne des eaux, utilise QGIS comme solution SIG. Voilà. Infocarto et de formation. Donc, nous développons différentes thématiques de formation dans différents secteurs. Donc, on fait de la géomatique, on fait de l'informatique, on fait de la management du projet, de l'infographie, de l'hydraulique. Donc, on est vraiment une valeur à ajouter pour les entreprises qui souhaitent développer leurs compétences en interne en termes de formation. Dans le domaine lié à la géomatique, donc nous développons en fait différentes thématiques. Nous travaillons sur les SIG, sur les logiciels SIG. Nous avons des formations dans tout ce qui est base de données et SGBD, système de gestion de base de données, dans la cartographie, dans le web mapping, la télédétection. Donc, nous couvrons toutes les compétences clés dans le domaine de l'information géographique. Nous disposons de nos locaux. Nos locaux sont situés à Oran. Donc, nous encourageons des formations en mode présentiel parce qu'il n'y a pas mieux d'être en contact avec le formateur. Mais vu la pandémie actuellement, donc on a eu à animer pas mal de formations à travers des outils tels que Zoom, voilà, donc en ligne, en attendant que la situation s'améliore en fait, pour qu'on puisse accueillir nos apprenants dans nos locaux. Nos dispositifs de formation, donc nous formons en fait des groupes pour un meilleur encadrement pédagogique, nous formons jusqu'à 12 personnes, c'est-à-dire une session de 12 personnes. Donc on fait ce qu'on appelle de l'intra, c'est-à-dire que le formateur se déplace chez le client. Nous formons aussi en inter, c'est-à-dire que nous recevons nos étudiants chez nous, enfin nous apprenons plutôt chez nous. Nous sommes en termes de planning très flexible, c'est que nous mettons à la disposition de nos clients pour qu'on puisse leur offrir un planning ouvert. Bien sûr, à travers chaque formation que nous ferons, derrière, nous fournissons un support de cours et une attestation. Également, à travers nos formations, nous faisons ce qu'on appelle des exercices pratiques effectués durant la formation pour valider les compétences. Et nous disposons d'une équipe de formateurs avec une expérience terrain. Voilà. Nous avons une équipe de formateurs avec une expérience terrain. Alors, nous comptons beaucoup sur le terrain parce qu'au fait, l'idée, c'est que le formateur puisse avoir vraiment une compétence terrain, puisse avoir vécu des problèmes pour qu'ils puissent les partager durant leur formation. Alors là, dans différents secteurs d'activité. Actuellement, nous proposons, et je propose une offre que j'ai eu l'occasion d'animer en France, qui est le parcours géomaticien. Je l'ai animé en France, je l'ai coordonné en France pour le compte d'une entreprise qui s'appelle la SOR. La SOR, c'est un exploitant de réseaux d'eau et d'assainissement en France, comme Veolia et Suez. Alors, ce parcours géomaticien, l'idée, c'est que les apprenants vont acquérir deux compétences qui sont les compétences concevoir un projet en système d'information géographique et exploiter des données géographiques. Donc, c'est un parcours que je propose maintenant à différentes entreprises, mais aussi aux particuliers. Donc, les particuliers, c'est des étudiants, c'est des doctorants. Ce parcours, il est constitué de 11 modules. 11 modules qui sont les bases théoriques en SIG, acquérir des données, les bases de données, la télédétection, les systèmes de gestion de bases de données, les traitements de données et GPS, c'est-à-dire tout ce qui est solution nomade. Dans la deuxième partie, au fait, on a le CP2 donc on a l'exploitation des données géographiques.
Donc là, en fait, c'est que nous, en fait, nous travaillons avec QGIS parce que ça reste un logiciel open source et pour ma part, je le considère comme très, très complet et l'exploitation des données SIG. Nous faisons aussi ce qu'on appelle de la cellulogie graphique, c'est l'art de pouvoir représenter des données SIG et nous finissons la formation par du web mapping. La formation dure 36 jours. 36 jours et en termes de volume horaire, c'est 399 heures. Donc, pour cette formation, donc, comme j'ai dit, nous avons 11 modules, support de cours, présentation PowerPoint et exercices pratiques, attestation de formation. Les pauses café et repas sont inclus pour la formation. L'image que vous voyez, c'est le même parcours que j'ai animé en France. C'était en 2018-2019 au profit de la sorte. Moi, je suis la personne tout au bout. Alors, en termes de formation, nous avons quelques références, notamment nous collaborons avec l'École supérieure de management des ressources en eau, le SMRE, qui est une école qui est agréée qui est sous tutelle du ministère des Ressources en eau. Je collabore également avec l'INPE, qui est l'Institut national de perfectionnement de l'équipement. Alors, pour le SMRE, cette école, elle est située à Oran. L'INPE, c'est à Sal Bukhari, c'est dans le wilaya de Médéa. Je collabore aussi avec le PAWES. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Institut panafricain de l'eau et de l'énergie situé à Tlemcen. Et aussi avec l'ADE, les Établières, qui est une école de formation en France. Et j'ai aussi à faire une prestation pour profit de Chialia Academy. Ce slide vous présente toutes les compétences que nous maîtrisons, que nos consultants maîtrisent et qui peuvent être vraiment une valeur ajoutée pour toutes les sociétés avec qui nous travaillons. Alors, pour les consultants et les formateurs, donc, je collabore avec Christophe Joly, qui est un diplômé de l'ENSG, l'École nationale supérieure de géographie, avec M. Benhamed Dahouali, qui est présent avec nous et que je remercie, que je salue au passage, qui est fondateur et le CEO de la CEA Transformatech, qui est consultant en technologie géospatiale. Anne Lescalier, Anne qui est une GIS experte et qui est en gestion de projet agile. Actuellement, elle travaille pour IMAP. IMAP, c'est une société qui produit de l'information géographique au profit de tout ce qui est humanitaire. Voilà. Et aussi Abdelhamid Hamoudi, qui est administrateur SIG et qui travaille pour la communauté de communes de la Loire-Atlantique en France. Je collabore en qualité d'infocarto, j'ai eu déjà l'occasion de collaborer avec l'Université d'Oran dans le cadre d'un colloque qui a été organisé en 2019 sur tout ce qui est les technologies appliquées au domaine du tourisme. Donc, j'ai eu à faire une présentation sur ce que c'est un géoportail pour la ville d'Oran. Alors, ce colloque devait se faire dans le cadre de la préparation, ce qu'on appelle les Jeux méditerranéens qui devaient avoir lieu à Oran durant cet été, en 2021, qui ont été reportés depuis la pandémie en 2022. Et l'idée, c'est de proposer un géoportail dans le cadre de ces Jeux. Je vous remercie pour votre attention. Merci, M. Sigel Bassi, de votre présentation et dans laquelle on a pu voir notamment votre approche qui consiste en fait à allier l'expertise et le consulting, donc le service accompagner les entreprises dans leur projet SI, avec l'aspect formation professionnelle. Donc, ce qui fait que vous avez un retour sur expérience très rapide et qui permet de connaître les besoins de vos clients et de les accompagner. Donc, je vais voir s'il y a des questions. N'hésitez pas à les poser. Alors, j'ai une question moi-même. D'après votre expérience d'homme de terrain, M. Sigel Bassi, quels sont d'après vous les freins ou les barrières un petit peu qui empêchent dans ce pays
le développement ou les usages de ce genre de technologie? Est-ce que c'est des freins liés à un manque de prise de conscience ou de culture sur l'importance de ces types de données? Est-ce que c'est des freins réglementaires bureaucratiques? Est-ce que c'est des freins liés à l'économie, l'aspect financier? Donc, quelle est votre analyse par rapport à ça? D'accord. Vous parlez des freins par rapport aux entreprises. Développement en général des technologies géospatiales en Algérie, oui. En fait, Au niveau des entreprises, notamment. Voilà. Moi, en fait, bon, il y a un secteur que je connais bien, c'est les entreprises. Les entreprises algériennes, si on prend le cas des entreprises, elles sont toujours dans l'urgence. Qu'est-ce que j'entends par urgence? Actuellement, j'interviens sur un projet sur ce qu'on appelle les ENF, les eaux non facturées, c'est-à-dire sur la gestion des fuites. Et j'interviens en qualité de SIG pour mettre en place un système d'information géographique pour faire ce qu'on appelle ressortir des indicateurs clés pour le partenaire algérien qui est l'ADE, sachant que c'est un projet pilote financé par l'Union européenne. Et c'est vrai que l'idée, au fait, c'est que moi, dans le cadre de ce projet, ce que je ne peux pas faire, je ne veux pas déployer un système d'information géographique et repartir après. L'idée, c'est de créer carrément une cellule SIG chez le partenaire. Parce que le SIG, il vit, au fait. C'est une base de données qu'on est là en train d'alimenter. Et si derrière, on ne met pas en place ce qu'on appelle une cellule cartographique qui va s'occuper de la mise à jour des données, c'est comme si, au fait, on a fait un SIG qui va s'arrêter à un instant T. Donc, moi, en fait, on a eu aussi un projet pour le cadre de la Sonatrach. J'ai travaillé pour une société française pour mettre en place ce qu'on appelle une assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire qu'on a accompagné Sonatrach TRC. Alors, TRC, c'est tel qui transporte du pétrole. On a 20 000 km de pipeline. On a accompagné le client pour rédiger son cahier de charge. Mais après, vu la bureaucratie, parce que Sonatrach, elle a lancé son appel d'offres et il a été déclaré à 3 fois infructueux et par conséquent, le projet, il a été abandonné. Donc, c'est ces freins, en fait. C'est qu'il faut trouver des mécanismes et des entreprises telles que Sonatrach ou l'ADE, elles ne peuvent évoluer sans faire appel à une compétence externe qui va les accompagner pour créer carrément une cellule et les laisser voler de leurs propres ailes, quoi. C'est pour cette raison que je me suis dit, au fait, mon intervention de ce matin, c'est d'associer ces entreprises, quoi, parce que c'est bien beau de faire de la recherche, de faire des applications, de développer des applications, mais si derrière l'industrie ne répond pas, voilà, c'est plus, voilà, je dirais, c'est plus, je ne vais pas dire un manque de compétences, c'est le fait les entreprises, je parle surtout de l'Algérie, ils n'ont pas encore pris conscience de l'intérêt des solutions telles que le SIG. Voilà. Et en termes d'accessibilité des données, c'est-à-dire, est-ce que c'est pour vos clients, est-ce que c'est quelque chose qui est très coûteux ou est-ce que, par exemple, vous utilisez des données, des plateformes globales Alors, en termes d'accessibilité aux données, c'est vrai que maintenant, si vous allez déployer un SIG pour une société comme l'Algérienne des Eaux ou la Sonatrach, vous n'allez pas leur dire en fait que je vais mettre vos données sur le cloud. C'est des données propriétaires, propres à eux. Oui. Par contre, moi, qu'est-ce que je leur propose derrière? C'est que tout ce qui est support cartographique, on a maintenant de l'open data. À titre d'exemple, si je prends le cas du projet actuel, tous les supports cartographiques, ils sont gratuits. C'est-à-dire que on travaille sur l'OpenStreetMap, on travaille sur des données satellitaires très développées et très précises. Mais c'est vrai que eux derrière, au fait, c'est qu'ils ont une méconnaissance. On ne va pas leur dire, au fait, mettez vos données sur le cloud. Ça reste une architecture interne. Je parle d'architecture informatique. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il y a juste un truc aussi. Moi, en fait, dans le cadre de ce projet en question, oui. Le projet WES, c'est que l'idée, c'est qu'on est en train de travailler sur le développement d'une application, en Android, que nous devons mettre au service de l'ADE pour que le citoyen lambda puisse l'avoir sur son mobile et s'il détecte une fuite, il la géolocalise et nous, derrière,
nous, enfin, quand je parle nous, c'est que le GIS, on va la récupérer pour pouvoir l'intégrer dans notre base de données. Alors moi, dans le cadre de ce projet, je souhaiterais associer des étudiants pour développer ce type d'application. Très bien. Et c'est ce qu'on appelle un petit peu, on a parlé ce matin de un petit peu un type de crowd sensing. On a aussi parlé avec monsieur Dany. Et donc, oui, moi je pense que c'est une des voies d'avenir parce que, surtout dans les pays où on voit de développement, où tout le monde est finalement doté d'un téléphone, d'un smartphone. Et donc, c'est l'une des voies qui peu onéreuse pour récolter de l'information géospatiale là où il y a des équipements, des moyens qui manquent. Voilà. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de faire un break et de se retrouver. Alors, il est 16h13, donc on va dire on se retrouve à 4h30, 16h30. À tout à l'heure.